Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux fonctions, enfin à l'intégrale d'une fonction mesurable positive. On a déjà vu la mesure, on a déjà vu les fonctions mesurables, et puis là on va parler des fonctions, enfin de l'intégrale d'une fonction mesurable. On verra les fonctions intégrables plus tard. E, B, mu est un espace mesuré, f est une fonction étagée, et on s'en donne deux représentations disjointes. Donc les alpha i, bêta j appartiennent à R, les xi, yj appartiennent à B, et si i différent de k, xi inter xk est égal à vide puisqu'elle est disjointe, et puis yi inter yk aussi. Alors, cette valeur-là est égale à celle-là, et c'est ça qu'on appellera l'intégrale d'une fonction étagée. Démonstration, f prend les valeurs 0. Alors, comme la représentation est disjointe, f va prendre toutes les valeurs alpha i, plus la valeur 0 quand... d'ailleurs, il peut y avoir 0 parmi les alpha i, mais en plus 0 quand x n'appartient à aucun des xi. D'accord? Donc, il prend cette valeur-là, et puis bon, l'autre pareil, donc ces deux ensembles-là sont évidemment égaux. Donc j'appelle x0 E privé de l'union des xi, y0 E privé de l'union des yj. Et donc si x appartient à x0, f de x est égal à 0, et puis si x appartient à y0 aussi. On pose alpha 0, donc c'est logique de poser alpha 0 égale bêta 0 égale 0, et à ce moment-là, on a ça, d'accord. Et l'avantage de cette représentation, c'est que l'union des xi est égale à grand E, d'accord. Et l'union des yj aussi. Quel que soit i entre 0 et n, xi c'est l'intersection entre xi et e, et donc entre xi et ça, puisque ceux-là ils font tout e, et donc ça nous fait ça, c'est une réunion disjointe d'éléments de B, parce que tout ça c'est dans B, et donc 1xi va être égal à la somme des 1xi et yj, pour j égale 0 à p. Et la mesure de xi va être égale, alors c'est plutôt ici que ça se voit, à la somme des mesures des xi inter yj. Alors on a la même chose évidemment avec en prenant cette représentation là, et à ce moment-là on va avoir de même mu de yj qui est égal à somme pour i égale 0 à n de mu de xi inter yj. D'accord? Donc f est égal à somme des alpha i 1 xi est égal à somme de 0 à n des alpha i 1 xi, parce que je rajoute 0 donc ça ne change rien, est égal à somme de 0 à n des alpha i fois ça, est égal à somme de i égale 0 à n de j égale 0 à p de ça. D'accord? Et de même, quand on commence par l'autre, somme de 1 à p bêta j mu de... Non, somme de 1 à p de bêta j 1 yj, on dit que c'est somme de 0 à p, puis on continue, etc. Voilà. Donc, ce sont des représentations disjointes de f. Bon, je peux l'expliquer, mais c'est évident, parce que si je prends ij et puis km appartenant à ça, et que ij est différent de km, eh bien, xi inter yj, inter xk inter ym va être égal à vide, parce que alors, quand est-ce qu'ils ne sont pas égaux? C'est quand il y en a un qui n'est pas égal à l'autre. I différent de k ou j différent de m. Si I différent de k, xi inter yk égale vide, donc ça c'est vide. Idem si j est différent de m. D'accord? Donc ce sont des représentations disjointes. Si xi, là-dedans il y a des xi inter yj qui peuvent être égaux à vide. Mais s'ils ne sont pas égaux à vide, et qu'on prend x appartenant à xi inter yj, f de x va être égal à alpha i, puisqu'il appartient à xi. Et puis, donc ça on le voit à partir de là. D'accord? Et puis f de x va être égal à bêta j parce qu'il appartient à yj. Donc alpha i va être égal à bêta j dans ce cas-là, si xi inter yj est différent de vide. D'accord? Alors maintenant, si je prends la somme de 1 à n des alpha i mu de xi, elle est égale à la somme de i égale 0 à n des alpha i mu de xi, puisque le premier alpha i il vaut 0.
Donc ça fait la somme des alpha i, et puis ça j'ai vu que c'était la somme de j égale 0 à p des mu de xi inter yj. Donc ça fait somme pour ij des alpha i mu de xi inter yj. Et là-dedans, il y a des xi inter yj qui sont vides, mais à ce moment-là, leur mesure est mu, est vide, est égale à 0, pardon. Et donc je peux me contenter de ceux qui ne sont pas vides. D'accord? Mais pour ceux qui ne sont pas vides, alpha i est égal à bêta j. Donc ça fait somme de bêta j, hein, de ça. Et ça, bah, retour en arrière, et on arrive ici. D'accord? Et donc, donc ça donne le résultat, parce que finalement, ça, c'est égal à ça, et c'est exactement ce que je voulais. Donc on va noter comme ça le réel somme des alpha i mu de xi. Alors, attention, on est d'accord que c'est à chaque fois qu'on a une représentation. C'est pour une fonction étagée et avec une représentation disjointe. Hein. Et ça s'appelle l'intégrale de f pour une fonction donc qui est, et là je me suis trompé, c'est qui est en escalier, qui est étagée et positive. Attention, et positive. Hein. F appartenant, alors une propriété maintenant, si f est étagée positive et que alpha est positif, alors intégrale de lambda f est égale à lambda intégrale de f. Démonstration, f est égal à la somme de 1n des alpha i 1xi. Donc ça c'est une représentation disjointe. Donc si je multiplie par lambda, ça me fait somme des lambda alpha i 1xi. Ça reste positif. Et donc ça, on voit bien que c'est une fonction étagée, positive. Et comme les xi n'ont pas changé, donc c'est toujours une représentation disjointe. Donc l'intégrale de alpha f va être égale à la somme de 1n de lambda alpha i mu de xi. Je sors le lambda, ça fait lambda somme de 1n des alpha i mu de xi, donc ça fait lambda intégrale de f et c'est gagné. Soit EB mu un espace mesuré, alors quel que soit B appartenant à B, l'intégrale de 1B est égale à mu de B, quel que soit FG des fonctions étagées de E, B, R+, intégrale de F plus G égale intégrale de F plus intégrale de G, et enfin, si F inférieur ou égal à G, alors intégrale de F est inférieure ou égale à intégrale de G. Premier cas, 1b c'est évidemment une fonction étagée positive et son intégrale est égale à 1 mu de b qui fait mu de b. Petit 2, je prends deux fonctions étagées avec leur représentation disjointe, enfin une représentation disjointe pour chacune. Et je complète par x0 égale e moins l'union des xk, y0 égale e moins l'union des yk. Et donc j'ai, en posant alpha 0 égale bêta 0 égale 0, f qui est égal, je remplace en fait la somme de 1 à n par une somme de 0 à n. D'accord? Et donc là, du coup, j'ai des xk qui forment une partition de e, et des yk qui forment une partition de e. Donc soit k compris entre 0 et n, xk est égal à xk inter e, ce qui fait xk inter union des yj, et donc ça fait l'union des xk inter yj. C'est une réunion disjointe, et donc 1 xk est égal à la somme des 1 xk inter yj, et donc f est égal à ça. De même, g est égal à ça, et ça c'est pareil que ça, je peux changer les deux bornes, et donc ça fait que f plus g est égal à ça. Et ça c'est bien une représentation disjointe, parce que pour kj différent de mj, eh bien, xk inter yj est intersection xm inter yi est égale à vide, parce que si xk est différent de mi, c'est que soit k est différent de m, soit j est différent de i. Si k est différent de m, on a ça, et donc on aura ça, et de la même façon pour l'autre. On a donc, puisque c'est une représentation disjointe, intégrale de f plus g qui est égale à somme des alpha k plus bêta j mu de ça. D'accord?
ce qui peut s'écrire en développant comme somme de k égale 0 à n des alpha k, somme de j égale 0 à p des mu de xk inter yj, plus, et on fait la même chose avec bêta j, mais cette fois-ci, évidemment, on met d'abord les j, puis ensuite les k. Mais comme xk est égal à l'union des xk inter yj et que c'est disjoint, eh bien, mu de xk est égal à la somme des mu de xk inter yj, et de même, mu de yj est égal à la somme pour k des mu de xk inter yj. Et donc, quand je fais f plus g, l'intégrale de f plus g, je vais trouver somme des alpha k, et tout ça, ça fait mu de xk, plus somme des bêta j, et tout ça, ça fait mu de yj. Donc, intégrale de f plus intégrale de g. Petit 3, c'est ça. Donc, j'ai f inférieur ou égal à g, je garde la notation précédente, ça me donne ça. Et donc, après, je fais comme j'ai fait avant. Donc, ça fait somme pour jk des alpha k 1 sur xk inter yj. Et c'est inférieur à somme sur jk de bêta j 1 xk inter yj. Alors si xk inter yj est égal à 8, mu de xk inter yj, il y a une petite erreur ici, est égal à 0. Et sinon, si c'est différent du vide, alors il y a un x qui appartient à xk inter yj et qui implique que f de x est égal à alpha k ici. Et ici, ça fera g de x égale bêta j. Donc alpha k égale bêta est inférieur ou égal à bêta j. Donc somme de f qui est égale à somme des alpha k mu de xk inter yj. Donc quand ils sont vides, ces trucs-là, leur mesure est nulle. Donc je garde que ceux qui sont non vides. Et pour ceux qui sont non vides, je sais que le alpha k est inférieur ou égal à bêta j. Donc c'est inférieur ou égal à ça. Et puis ça, évidemment, c'est pareil que ça, parce que là aussi, c'est la même chose à l'envers. C'est-à-dire que là-dedans, il y a ceux qui sont vides, pour lesquels la mesure est nulle, et puis sinon, il reste uniquement les autres. Voilà. Et donc, j'obtiens bien que somme de f est inférieure ou égale à somme de g. Et c'est ce que je voulais démontrer. Alors, on va démontrer maintenant un lemme qui servira à démontrer une propriété bien plus intéressante avec les suites croissantes de fonctions mesurables positives. Donc en fait, il nous servira uniquement dans une démonstration qui viendra plus tard. On pourra oublier ce résultat, puisqu'on aura quelque chose de bien plus intéressant que ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ce lemme? Que si on a un espace mesuré, il y a une suite croissante de fonction étagée positive et une autre fonction étagée positive, et que f est inférieur ou égal à sub des fn, alors l'intégrale de f est inférieure ou égale au sub des intégrales de fn. Alors évidemment, on a envie de dire que l'intégrale de sub de fn est égale à sub de l'intégrale de fn. Le problème, c'est que le sub de fn, c'est pas forcément une fonction étagée. Pour le moment, on dispose que de l'intégrale sur des fonctions étagées. En fait, il s'agit d'une fonction mesurable. Et effectivement, pour les fonctions mesurables positives, l'intégrale de sub de fn est égale au sub de l'intégrale de fn. Mais justement, on aura besoin de cette propriété-là plus tard, mais pour le moment, on ne l'a pas. On n'a même pas l'intégrale d'une fonction mesurable. Alors la démonstration, d'abord dans le cas f égale alpha 1x où x appartient à v et alpha appartenant à r+, si alpha égale 0, ça fait que f est égal à 0, donc ça vaut 0, puis comme les intégrales de fn sont positives ou nulles, on aura forcément un 0 inférieur ou égal à quelque chose qui est supérieur ou égal à 0, donc c'est évident. Et si alpha est supérieur à 0, on prend bêta compris entre 0 et alpha, et on considère xn égale x, qui appartient à b, inter fn supérieur ou égal à bêta, qui est mesurable, puisque les fonctions sont étagées, donc ça c'est mesurable. Fn de x est supérieur ou égal à bêta, donc fn plus 1 de x, comme la suite est croissante, fn plus 1 de x, il est supérieur ou égal à fn de x, donc il va être aussi supérieur ou égal à bêta, ce qui fait que x va appartenir à xn plus 1, donc xn est inclus dans xn plus 1, et la suite xn est une suite croissante de b, quel que soit n, xn inclus dans x, alors ça vient de ça, et donc l'union des xn est inclus dans x. On peut montrer que l'union des xn est égale à x en prenant x appartenant à grand x,
f de x est égal à alpha. Alors f de x est égal à alpha, et alpha est supérieur à bêta. D'accord? Et f de x, on le sait, est inférieur ou égal à sub dfn. Donc, puisque f de x ici est supérieur à bêta, donc le bêta est inférieur ou égal au sub, il existe donc n, puisque c'est inférieur strictement, tel que fn de x soit supérieur ou égal à bêta, donc supérieur à alpha, et ce qui veut dire que x appartient à xn. Donc il existe un n tel que x appartient à xn. Donc si x appartient à x appartient donc à l'union des xn, et donc grand x est inclus dans l'union des xn, et donc égal, puisqu'on avait déjà ça. Xn est une suite croissante de b, et mu de x est donc égal à sub des mu de xn. Si x appartient à xn, fn de x est supérieur ou égal à bêta, donc fn est supérieur ou égal à bêta multiplié par un xn, parce que bon, ça c'est vrai si ça appartient à xn, donc là ça voudra dire fn de x supérieur ou égal à bêta fois 1, donc ça donne bien ça. Et si x n'appartient pas à xn, ici ça fera 0, et puis fn lui il est supérieur ou égal à 0, donc il n'y a pas de souci, on a bien toujours ça, et donc l'intégrale de fn est supérieure ou égale à cette intégrale qui vaut ça. Voilà, bêta mu de xn. Donc le sup des intégrales de fn est supérieur ou égal à bêta sub des mu de xn qui fait mu de x. Donc voilà, et ça quel que soit bêta, compris entre 0 et alpha, donc le sup de l'intégrale de fn est supérieur ou égal à alpha mu de x, qui lui est égal à l'intégrale de f. Donc c'est bon, dans le cas où f est de cette forme-là, on a démontré le résultat. Maintenant, si f est une fonction étagée quelconque, on sait qu'on peut trouver une représentation disjointe, alors positive bien sûr, hein, de f. F est inférieur ou égal à sub de fn, donc quel que soit x appartenant à xi, alpha i, parce que alpha i c'est f de x, va être inférieur ou égal à sub de fn de x, et donc ça fait que, en fait, ça c'est pour x appartenant à xi, donc ça revient à dire que alpha i 1 de xi est inférieur ou égal à sub sur n des fn fois 1 xi, d'accord? Donc ça c'est une suite croissante parce que les fn sont croissants, de fonctions en escalier de R+, auxquelles je peux appliquer donc le résultat que j'ai vu précédemment, et donc je vais avoir intégrale de alpha 1 xi qui est inférieur ou égal à sub sur n de l'intégrale des fn fois 1 xi. Voilà, j'appelle ça 1, et je m'intéresse à l'intégrale de fn fois 1 xi. J'écris que la somme de ces intégrales pour i allant de 1 à p, eh bien, va être égale à l'intégrale de la somme, c'est la linéarité pour les fonctions étagées, donc ça fait intégrale des fn de la réunion, hein, parce que les xi sont 2 à 2 disjoints, donc je fais la réunion, donc c'est un 1y, d'accord, et forcément un y c'est inférieur ou égal à un e, donc j'obtiens ça, hein, toutes les fonctions sont positives, il n'y a pas de problème, et ça fait fn. Donc l'intégrale de fn est supérieure ou égale à la somme de i égale 1 à p des intégrales de fn fois 1 xi, j'appelle ça 2. Et maintenant, je m'intéresse aux intégrales de fn fois 1 xi, donc croissant, j'ai déjà dit, parce que fn est croissant. Donc le sup des sommes des intégrales, qui va être égal en fait à la limite des sommes. Là, je suis avec des nombres réels, hein, puisqu'il y a des intégrales. Hein. Donc, bon, bah, tout ça, ça découle. Hein. Limite d'une somme, somme des limites, la somme est finie. Hein. Et donc, ça fait somme de 1 à p de sup des intégrales de fn fois 1 xi. Hein. D'accord? Parce que, justement, elles sont croissantes. Voilà. Donc, à l'aide de 1, 2, 3, bah, je vais démontrer tout. C'est-à-dire que sup sur n de l'intégrale de fn grâce à 2 sup sur n, c'est supérieur ou égal à sup des sommes, là. D'accord? Et sup des sommes, je viens de voir que c'est égal à la somme des sup. Voilà, ça fait ça, c'est le 3. Et là, les fn fois xi sont tous supérieurs ou égal à ça. Donc, ça me fait ça. Ok? Et donc, et ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est alpha i mu de xi, bien sûr. Et ça, c'est exactement quoi? C'est l'intégrale de f. Hein. N'oublions pas que f, c'est ça.
Donc je sais que son intégrale, c'est la somme des alpha i mu de xi. Et donc j'ai démontré que sup sur n des intégrales de fn est supérieur ou égal à l'intégrale de f. Et bien c'est exactement ce que je voulais démontrer. Théorème, EBmu est un espace mesuré, alors il existe une unique application psi définie sur M de EB R bar plus vers R bar plus telle que psi de 1x égale mesure de x, quel que soit x appartenant à B, quel que soit fg mesurable et lambda positive, psi de f plus g égale psi de f plus psi de g, et psi de lambda f égale lambda psi de f, ça c'est la linéarité, et quel que soit f mesurable, f inférieur ou égal à g implique psi de f inférieur ou égal à psi de g, et pour toute suite croissante fn de fonction mesurable, sup de psi de fm est égal à psi de sup de fm. Unicité d'abord, donc on va supposer qu'elle existe. On remarque si f... alors on remarque d'abord qu'à partir de ça, et en faisant une récurrence facile, si fn est une suite de fonctions mesurables positives, psi de somme de 1 à n de fk est égal à somme de 1 à n et psi de fk. Bon, c'est vrai à l'ordre 2, puis ensuite on en rajoute un, donc on dit que psi de somme de 1 à n plus 1, c'est psi de f plus fn plus 1 avec f qui est égal à ça, et donc ça fait psi de f plus psi de fn plus 1, et donc ça fait somme de 1 à n des psi de fk plus psi de fn plus 1, et donc ça marche bien à l'ordre n plus 1. Et j'applique ça maintenant à f, qui est une fonction étagée, en prenant une représentation disjointe de cette fonction. Je vais dire que c'est la somme de ces fonctions-là, d'accord, qui sont bien mesurables, et donc je vais avoir ça. Et ensuite j'applique ça, la linéarité, donc je sors le alpha i, et puis enfin j'utilise ça, et donc je remplace psi de a de xi par mu de xi. Et je vois que psi de f, alors ça fait somme, ça fait l'intégrale de f. Et on sait que ça ne dépend pas de la représentation disjointe de f. Et donc voilà, psi de f est forcément égal à l'intégrale de f quand on a affaire à une fonction étagée. Maintenant, si elle est mesurable, il existe une suite fn de fonctions croissantes de fonctions étagées telles que l'on est ça. Et à ce moment-là, grâce au petit 4, on va avoir psi de f égale sup de psi de fn. Et comme psi de fn égale intégrale de fn, psi de f égale sup de intégrale de fn. Et si phi est une autre application, vérifiant les mêmes hypothèses, on aura aussi phi de f égale sup sur n des phi de fn. Et donc ça sera égal à psi de f, quel que soit f mesurable, donc psi égale phi, unicité. Montrons que ça définit bien la fonction psi, c'est-à-dire que si on a une fonction f mesurable et qu'on prend deux suites croissantes fn, gn de fonctions en étagée qui convergent vers f, eh bien le résultat de psi de f ne dépend pas des suites. Alors on va donc prendre une autre suite gn croissante, d'accord, qui tend vers f, et on remarque que, en tout cas, fk est inférieur ou égal à sup de fn, c'est évident, mais sup de fn, ça fait f, donc ça fait aussi sup de gn, d'accord, et on a démontré, juste avant, que puisque fk est en escalier, est étagé positive, là, en l'occurrence, oui, et que les gn sont étagés positifs, le fait d'avoir ça, ça implique que l'intégrale de fk est inférieure ou égale à sup des intégrales des gn. D'accord? Et donc, en fait, je vais avoir ça, quel que soit k. Donc, ça veut dire que le sup de ça va être inférieur ou égal au sup de ça. Voilà. Parce que là, il n'y avait pas de k. D'accord? Alors, évidemment, de la même façon, sup de l'intégrale de gn va être inférieure ou égale à sup des intégrales de fk, et donc elles sont égales. Et donc psi est bien défini et indépendant de la suite fn de fonctions étagées qui convergent vers f. Voilà.
Donc maintenant je vais démontrer ça, ça. Donc deux fonctions mesurables, il existe Fn croissante en étagée, Gn croissante étagée, Fn tend vers F, Gn vers G. Alors Fn plus Gn, c'est la somme de deux fonctions étagées positives, c'est une fonction étagée positive. La suite est croissante parce que Fn et Gn sont croissantes. Et évidemment, Fn plus Gn tend vers F plus G, parce que Fn tend vers F et Gn vers G. Donc, psi de F plus G égale sup de l'intégrale de Fn plus Gn. L'intégrale de Fn plus Gn, c'est l'intégrale de Fn plus l'intégrale de Gn. Et comme c'est sup, c'est limite, donc ça fait limite de ça. Donc on applique les limites. Et donc ça fait sup de Fn, parce que les Fn sont croissantes. Et donc psi de Fn aussi. Et plus sup sup de l'intégrale des Fn plus sup de l'intégrale des Gn. Et donc ça fait psi de F plus psi de G et c'est gagné. Et puis si lambda est positif, lambda Fn est une suite croissante de fonctions en état G et lambda Fn converge vers lambda F. Donc psi de lambda F égale sup de lambda Fn, qui est égal à la limite des intégrales de lambda Fn, sup des intégrales de lambda Fn. Je sors le lambda, ça fait limite de lambda intégrale de Fn, c'est-à-dire lambda somme de Fn, c'est-à-dire lambda sup des Fn, qui fait lambda psi de F. Et donc ça marche. Et si F est égal à 1x, eh bien, je peux prendre les Fn qui sont tous égaux à F, et donc ça veut dire qu'ils sont étagés, donc ici c'est étagé, et Fn tend en croissant, oui c'est constant, tend vers F. Psi de F va être égal à sup des intégrales de Fn, mais les intégrales de Fn avalent toutes, parce que les Fn sont tous égaux à ça. L'intégrale de Fn, c'est une fonction en étagée, ça c'est mu de x, d'accord? Donc ça fait sup des mu de x, ça fait lambda x, ça fait mu de x bien sûr. Voilà, donc il ne nous reste plus que 3 et 4 à démontrer, c'est-à-dire ça et ça. Remarque, si f est une fonction en état G, alors psi de f est égal à l'intégrale de f. En effet, Fn, on peut poser Fn égale f quel que soit n, et donc ça nous fait une suite croissante de fonctions étagées qui convergent vers f, puisque Fn est toujours égal à f, donc psi de f est égal à la limite d'intégrale de Fn, mais intégrale de Fn, ça fait intégrale de f, puisque les Fn sont toutes égales à f, donc voilà. Et donc c'est terminé. Donc là, on va démontrer le 3 maintenant, à savoir que si f et g sont mesurables et que f est inférieur ou égal à g, psi de f est inférieur ou égal à psi de g, on reprend f, g comme ça, et donc on sait qu'on peut les écrire comme ça avec des représentations disjointes. On remarque que si xk inter yj est égal à vide, on l'a déjà fait ça, mu de xk inter yj est égal à 0, et sinon il existe x appartenant à xk inter yj, qui fait que f de x va être égal à alpha k ici, à bêta j ici, donc le alpha k va être inférieur ou égal à bêta j, puisqu'on a supposé f inférieur ou égal à j. Donc psi de f qui est égal à ça, eh bien je vais l'écrire somme, là-dedans il y a les xk inter yj qui sont vides et leur mesure est égale à 0, donc je les enlève, il ne reste plus que ça, et pour cela alpha k est inférieur ou égal à bêta j, donc ça ne fait plus que ça, et ça, je fais l'inverse de ça, c'est égal à psi de g. Donc psi de f est inférieur ou égal à psi de g. Démonstration du 4, j'ai Fn, une suite croissante de fonctions mesurables de valeur positive, dans R bar plus. Alors psi de sup de Fn est inférieur ou égal à sup des psi de Fn. Je pose f égale sup de Fn, qui est une fonction mesurable. Quel que soit n, il existe une suite Fnp de fonctions étagées qui convergent vers Fn en croissant, soit f, soit p appartenant à n. Fnp il est inférieur ou égal à Fn, puisque Fn c'est le sup des Fnp. Gp, j'appelle Gp le sup des Fnp pour n compris entre 0 et p. Donc là,
a un nombre fini, donc c'est une fonction en escalier. GP va être inférieur ou égal, puisque eux ils sont inférieurs ou égal à Fn, ben GP va être inférieur ou égal à sub de Fn pour n compris entre 0 et p, et le sub de Fn pour n compris entre 0 et p, c'est Fp puisque la suite est croissante Fn. Donc GP est inférieur ou égal à Fp, donc pour n compris entre 0 et p, j'ai Fnp inférieur ou égal à GP, bah oui, puisque GP c'est le sub, donc Fnp est inférieur ou égal à GP, et GP qui est inférieur ou égal à Fp, donc psi de Fnp, d'après ce qu'on a vu avant, est inférieur ou égal à psi de GP, est inférieur ou égal à psi de Fp. Fnp est inférieur ou égal à Fnp plus 1, parce que la suite Fnp est croissante. Donc, sub des Fnp pour n compris entre 0 et p va être inférieur ou égal à sub des Fnp plus 1 pour n compris entre 0 et p toujours. Mais bon, je peux rajouter 1 et ça ne fait qu'augmenter le sub. Donc ça fait inférieur ou égal à sub des Fnp plus 1 quand n est compris entre 0 et p plus 1. Donc Gp est inférieur ou égal à Gp plus 1. Donc Gp est une suite croissante de fonctions en escalier. La valeur dans R bar plus, et limite de Fnp est égale à Fn, limite de Fp est égale à F. Donc, de cette inégalité qu'on avait démontrée, je passe à la limite et ça me fait, quand p tend vers plus infini, Fn inférieur ou égal à sub des Gp, parce que Gp est croissant. Donc, limite de Gp, c'est son sup, est inférieur ou égal, et là c'est pareil, hein, le sup et la limite c'est pareil, ça fait F. Et comme c'est vrai quel que soit n, je fais tendre n vers l'infini. Donc le sub de Fn, ça va être la limite, ça va être f. Et donc j'obtiens que sub de Gp est égal à f. Donc que psi de f est égal... alors, sub de G, c'est des fonctions d'escalier, ça, hein, d'accord, et qui tendent vers f, hein, d'accord, et donc en croissant. Donc ça veut dire que psi de f va être égal à sub de l'intégrale de Gp, c'est-à-dire de psi de Gp. Psi de Fn est égal à sup des intégrales, bah oui, des intégrales de Fnp, hein, par définition de psi de Fn, et ça fait sup pour p des psi de Fnp, hein, parce que c'est pareil, on l'a dit, on a vu que ici que pour les fonctions en escalier c'était la même chose, psi est l'intégrale, donc c'est inférieur ou égal à sup de psi de Gp sur P, bon ben ça c'est ce qu'on avait démontré avant, et donc, bon, je ne sais plus trop où, hein. Peut-être ici, voilà, c'est ça, et c'est inférieur à sub de psi de Fp. Donc ça me fait que sub de psi de Fn, donc va être, quand n tend vers l'infini, donc ça va être inférieur ou égal, là il n'y a pas d'n, donc je laisse, et puis là il n'y en a pas non plus, et donc ça fait ça. Voilà. Donc sub de psi de Fn pour n, ça va être inférieur ou égal à sub des psi de Gp pour p, mais le sub de psi de Gp, c'est le sub sur p de l'intégrale de Gp. C'est ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que c'est psi de f, hein, puisque c'est égal à psi de f. Voilà. Et donc ça dit quoi ça? Ben, ça dit f c'était le sub de Fn, donc psi de sub de Fn est égal à sub de psi de Fn. Et donc la propriété. Désormais, au lieu d'écrire psi de f, l'intégrale d'une fonction mesurable à valeur d'un R bar plus, on l'écrira intégrale de f tout simplement parce qu'on a vu que psi prolonge l'intégrale de f, hein, et est égal à l'intégrale de f quand f est une fonction étagée. Donc on ne va pas multiplier les notations, et donc au lieu d'écrire ça, on écrira ça. On devra écrire normalement somme de f des mu pour faire référence à la mesure mu qui est sur EB, mais pour gagner de la place, je l'écrirai comme ça. L'M de Fatou. Fatou, c'est mathématicien de fin 19e siècle, début du 20e siècle, né à peut-être Quimper, mais non, je suis pas sûr. En tout cas, il est mort à Pornichet. Et en fait, il n'est pas très connu, mais c'est un grand mathématicien qui a publié des travaux importants sur l'intégrale, sur les fonctions homomorphes
et aussi en astronomie. Bon, il n'a pas toujours été très bien récompensé. Notamment, il aurait dû gagner un grand prix qui a été donné à Julia. Et il y a des gens qui ont piqué les travaux de Fatou, quoi. Donc c'est pas très bien ça. Puis en plus, il le savait, donc il n'a pas dû le vivre très très bien. Un grand mathématicien, donc Fatou. Là, on voit un lemme, et il y a des théorèmes de Fatou. Enfin, pour tout de suite Fn de fonction mesurable à valeur dans R plus bar, on a somme de limite inf qui est inférieure ou égale à limite inf de somme. Donc Gp c'est l'inf des Fn pour n supérieur ou égal à P, c'est une fonction mesurable. La suite des Gp est croissante et donc f c'est limite inf de Fn, c'est le sup des Gp et donc ça c'est mesurable aussi évidemment, mais on le savait déjà. Sup pour n des intégrales de Gn est donc égal à l'intégrale de sup de Gn, c'est-à-dire l'intégrale de f. Pour k supérieur ou égal à p, on a, puisque Gp c'est l'inf des Fn pour n supérieur ou égal à p, si je prends k supérieur ou égal à p, fk est supérieur ou égal à Gp. Donc l'intégrale de fk est supérieure ou égale à celle de Gp, donc l'inf des intégrales de fk est supérieure ou égale à l'intégrale de Gp, et donc le sup pour p de l'inf de ça, va être supérieur ou égal à sup de p de l'intégrale de Gp qui fait intégrale de f. Et donc ça me dit exactement que limite inf de l'intégrale de Fn est supérieure ou égale à l'intégrale de limite inf des Fn. Si EB mu est un espace mesuré et que f est mesurable, la valeur dans R plus bar, on a les équivalences suivantes. Intégrale de f égale 0 équivaut à mu de f positif égale 0 équivaut à f de x égale 0 mu pp. Démonstration suppose que l'intégrale est nulle et on écrit que l'ensemble f positif est égal à la réunion de ça on l'a déjà utilisé plusieurs fois. La suite Bn des f supérieur ou égal à 1 sur n est une suite croissante de B, et donc mu de f positif est égal à sup des mu des Bn. F supérieur ou égal à 1 sur n multiplié par 1 de l'ensemble f supérieur à 1 sur n. Ça mérite une explication. Si x appartient à cet ensemble, ici ça fera 1 sur n. Et ça veut dire surtout que si x appartient à cet ensemble, f de x est supérieur à 1 sur n. Donc on aura bien f de x supérieur à 1 sur n. Et si x n'appartient pas à cet ensemble, ici ça fera 0. Et comme de toute façon f est supérieur ou égal à 0, ça marche encore. Donc finalement, l'intégrale de f est toujours supérieure. On a toujours ça. Donc l'intégrale de f est supérieure ou égale à l'intégrale de ça, c'est-à-dire 1 sur n, mu de f de 1 sur n. Et comme l'intégrale de f est égale à 0, et bien comme l'intégrale de f est égale à 0, donc ça vaut 0, et puis ça c'est positif, donc ça vaut forcément 0, quel que soit n, et donc mu de bn est toujours égal à 0, donc ici il n'y a que des 0, et sup des 0 ça fait 0, donc mu de f positif est égal à 0. Réciproquement, si mu de f positif est égal à 0, et bien on prend fn est égal à n fonction caractéristique de f supérieur à 0. Alors là aussi, je refais le même truc. Si x appartient à ça, ça vaut 1 et ça fait n, et fn va être égal à n, et quand fn de x, x il est fixé là, et donc je fais tendre n vers l'infini, et donc j'obtiens plus infini qui est forcément supérieur ou égal à f de x. Et sinon, s'il n'appartient pas, ça fait 0 ici. Donc fn fera 0, fn de x fera 0, donc le sup fera 0, et puis f de x fait 0, c'est égal. Donc on a bien toujours ça. On a toujours ça, et donc l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale du sup, c'est-à-dire sup de l'intégrale de fn, car fn est croissant. Mais l'intégrale de fn, c'est quoi? C'est n mu de f positif qui est fait donc 0, puisqu'on a supposé ça est nul. Donc, donc ça va faire que mu de f, attention, c'est pas mu de f ici, c'est intégrale de f, donc intégrale de f est égale à 0, puisque on avait f, alors l'intégrale de f est une fonction positive, donc c'est positif, mais c'est inférieur à quelque chose qui finalement fait 0, donc c'est égal à 0. Voilà, et puis la dernière équivalence, comme f est positif,
l'ensemble f différent de 0, c'est l'ensemble f supérieur à 0, et f est mesurable. Donc cet ensemble-là appartient à B, appartient à l'attribut. Donc dans ce cas-là, dire f de x égale 0 presque partout, ça équivaut à dire que ça est égal à 0. Parce que sinon, ça équivaut à dire que c'est inclus dans un négligeable. Hein. Mais là, puisque on sait que ça appartient à B, ça équivaut directement à dire que mu de f positif est égal à 0. Et donc, on a toutes les équivalences. EB mu est un espace mesuré, fg des fonctions mesurables à valeur dans R plus bar, alors f de x inférieur ou égal à g de x mu pp implique que somme de f est inférieure ou égale à somme de g, et f de x égale g de x presque partout implique que somme de f égale somme de g. Démonstration. Pour la première, E est la réunion disjointe, donc une partition de f de l'ensemble f inférieur ou égal à g et de l'ensemble f supérieur à g, tous deux mesurables parce que f et g sont mesurables, hein, donc tous deux dans B. Alors 1e est égal à 1 f inférieur ou égal à g plus 1 f supérieur à g, et donc quand on les multiplie par f, ça nous fait f égale f1 plus f2, où f1 est égal à f fois celle-là et f2 f fois celle-là, qui sont mesurables parce que f et cette fonction-là, f et cette fonction-là sont mesurables. Donc l'intégrale de f est égale à l'intégrale de f1 plus l'intégrale de f2. F est inférieur ou égal à g presque partout, donc mu de f supérieur à g est égal à 0 parce que cet ensemble-là appartient à B. F fois 1 de f inférieur ou égal à g est inférieur ou égal à g fois 1 de f inférieur ou égal à g. Alors ça c'est évident parce que si x appartient à ce truc-là, bah ça vaudra 1 et ça fera f de x inférieur ou égal, et ça fera 1 inférieur ou égal à g de x qui est vrai. Et sinon, si c'est ce que je raconte ici. Et sinon, sinon ça vaudra 0 et ça fera 0, ça vaudra 0, ça aussi, donc 0 inférieur ou égal à 0, la tête à Toto. Donc, somme de f1 va être inférieure ou égale donc puisqu'on a ça, à somme de g fois ça, mais ça c'est plus petit, g est positif et ça c'est plus petit que 1e, donc c'est inférieur ou égal à somme de g. Somme de f2, lui, est égal à somme de f fois ça. Alors, l'ensemble des x tel que f2 positif, c'est l'ensemble des x tel que f de x fois ce truc-là soit positif. Donc c'est inclus dans ça. D'accord ? Donc sa mesure est inférieure ou égale à celle-là. Mais f est inférieur ou égal à g presque partout, et cet ensemble appartient à B, donc sa mesure est nulle. Donc, mu de f2 positif est égal à 0, et f2 est mesurable, donc d'après ce qu'on a vu avant, l'intégrale de f2 va être nulle. Donc l'intégrale de f qui est égale à l'intégrale de f1 plus l'intégrale de f2 va être égale à l'intégrale de f1, et on a vu que cette intégrale de f1 est inférieure ou égale à g, donc l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale de g. Voilà, c'est fait pour le premier. Pour le deuxième, f de x égale g de x mu pp, et f différent de g appartient à b puisque f et g sont mesurables. Donc mu de f différent de g est égal à 0. Mais si je prends cet ensemble-là, il est inclus là-dedans. Donc, et comme il est mesurable, lui aussi va être négligeable. Donc mu de f supérieur à g va être égal à 0. Donc f de x est inférieur ou égal à g de x, mu presque partout. Donc d'après ce qu'on a vu avant, l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale de g. Bon, on fait la même chose dans l'autre sens en remplaçant g par f, f par g. Hein. Puisqu'ils sont égaux mu pp, mu de g inférieur à f est égal à 0, c'est la même chose. Hein. Implique que g de x est inférieur ou égal à f de x presque partout, donc l'intégrale de g est inférieure ou égale à l'intégrale de f, et comme l'intégrale de f était inférieure ou égale à celle de g, il y a égalité. Propriété, si e b mu est mesuré et que f est une fonction mesurable à valeur dans R plus bar, alors intégrale de f
inférieur à plus l'infini implique que mu de f égale plus l'infini égale 0, ce qui signifie évidemment que f inférieur à plus l'infini, mu pp, puisque cet ensemble-là appartient à B. Fn, on prend Fn égale n multiplié par la fonction caractéristique de f égale plus l'infini, qui est donc mesurable, puisque f est mesurable. Fn est inférieur ou égal à f, bon, ça c'est évident, parce que si x appartient à ça, ça veut dire que f de x est égal à plus l'infini. Donc Fn de x, de toute façon, il sera réel ou plus l'infini. Et plus l'infini fois n, bon, ça fera plus l'infini. Hein. N appartient à n étoile, je l'ai produit, mais c'est évident. Donc Fn est toujours inférieur, est inférieur ou égal à f, en tout cas quand f de x égale plus l'infini. Et si f de x n'est pas égal à plus l'infini, ça vaut 0. Donc Fn de x est égal à 0 et est bien inférieur ou égal à f, puisque f est positif. Donc on a toujours ça. Donc le sub de Fn est inférieur ou égal à f. Et comme la suite Fn, comme n, quand n augmente, ben ça augmente. Donc Fn est croissant. Donc l'intégrale de sub de Fn égale sub de l'intégrale de Fn. Et donc j'obtiens que le sub de l'intégrale de Fn est inférieur ou égal à f, puisque j'avais ça. Donc l'intégrale de Fn. Ben, l'intégrale de Fn c'est n fois mu de ça. D'accord ? Et si mu de ça n'est pas égal à 0, parce qu'en fait il va être égal à 0, hein, c'est ce qu'on va démontrer, c'est ce qu'on veut démontrer. Mais s'il n'était pas nul, alors il serait positif, bien sûr. Donc ça serait un réel, ou bien ce serait plus l'infini, ce serait positif. Et donc multiplié par n, je rappelle que n c'est n étoile, donc ça, enfin de toute façon quand n tend vers plus l'infini, ça tendrait vers plus l'infini. Donc le sub des Fn serait égal à plus l'infini. Mais moi, et donc, puisque le sub de l'intégrale de Fn est inférieur ou égal à l'intégrale de f, ça voudrait dire que l'intégrale de f serait égale à plus l'infini, ce qui est faux parce qu'on a supposé l'intégrale de f inférieure à plus l'infini. Donc en fait, mu de f égale plus l'infini égale 0, ce qui veut bien dire que f est inférieur à plus l'infini presque partout, puisque cet ensemble-là est mesurable. Réciproque est fausse, il suffit de se mettre dans, au lieu de EB mu, ben on prend EBR lambda, hein, tout simplement, c'est-à-dire, là c'est pas mu, j'aurais dû prendre lambda, c'est-à-dire, je prends donc Lebesgue, la mesure de Lebesgue, donc x donne 1, et bah, évidemment, on a donc f qui est inférieur à plus l'infini mu pp, hein, puisqu'elle est en fait partout inférieure à plus l'infini. Et puis f de x, mais l'intégrale, bah, l'intégrale c'est l'intégrale de 1 d lambda. Et donc ça va être la mesure de r, hein, on est d'accord? Et parce que le 1 là c'est 1r, en fait on mesure donc r. Et la mesure de r ça fait plus l'infini bien sûr. Hein, avec B égale BR. Donc on voit que la réciproque est fausse. Les espaces LP. EBmu est un espace mesuré, f une fonction mesurable, donc valeur absolue de f à la puissance p est mesurable et positive. Donc on peut poser NP de f est égal à ça. Et ça, ça appartient à R vers plus. LP de EBmu, c'est l'ensemble des fonctions mesurables, telles que LP de f est inférieur à plus l'infini. Si f appartient à LP, on dit que f est de puissance pm intégrable. On dit que f est une fonction f de E vers R est de puissance pm intégrable si elle appartient à LP. L1, ben c'est le cas p égale 1, c'est l'ensemble des fonctions mesurables, telles que somme. Parce que N1 de f, c'est quoi? C'est ça, hein, est inférieur à plus l'infini. On dit que f est intégrable si f appartient à L1. Fg appartiennent, étant mesurés, deux fonctions mesurées, donc mesurables, pardon. Petit 1. f de x égale 0 presque partout, ça équivaut à dire que np de f est égal à 0. Alors, cette hypothèse est fondamentale. Hein. On a alors f appartient à LP. Petit 2, NP de f égale NP. Alors, NP de f égale NP de valeur absolue de f. Petit 3, f appartient à LP équivaut à dire que valeur absolue de f appartient à LP, équivaut à dire que valeur absolue de f à la puissance p
appartient à L1. Petit 4. Valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à valeur absolue de g de x presque partout, implique que np de f est inférieur ou égal à np de g. Alors, si g appartient à lp, f appartient à lp. f de x égale g de x presque partout, implique np de f égale np de g, là aussi, g appartient à lp, implique f appartient à lp. Petit 6, si alpha appartient à R, np de alpha s est égal à valeur absolue de alpha np de f. Démonstration, f de x égale 0 presque partout, ça équivaut à dire que valeur absolue de f de x est égale à 0 presque partout, ce qui équivaut à dire que valeur absolue de f de x à la puissance p égale 0 presque partout. Et ça, c'est une fonction positive, nulle presque partout, et surtout mesurable. Valeur absolue de f est mesurable, et valeur absolue de f à la puissance p est mesurable, parce que f est mesurable. Dans ces conditions, ça équivaut à dire que np de f est égal à 0. Cette hypothèse, fg mesurable, est fondamentale. Car, donc, c'est tout ce que je viens de dire. Et par ailleurs, puisqu'on a dit, on a alors f appartient à lp, pourquoi? Parce que f est mesurable et que lp de f est égal à 0, inférieur à plus infini. Donc f appartient à lp. Petit 2, petit 2 c'est évident parce que valeur absolue de f est mesurable et si là je remplace f par valeur absolue de f, ça ne change rien. D'accord? Donc j'ai bien le petit 2. Petit 3, f appartient à lp. Ça équivaut à dire que np de f est inférieur à plus l'infini. Je viens de voir que ça équivaut à dire que np de valeur absolue de f est inférieur à plus l'infini. Passons. Ça équivaut en tout cas à dire ça. C'est-à-dire que je prends np de f à la puissance p. Donc ça équivaut à dire ça. Et ça équivaut exactement à dire que valeur absolue de f à la puissance p appartient à L. Pourquoi? Parce que on a ça et que valeur absolue de f à la puissance p est une fonction mesurable. Petit 4, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à valeur absolue de g de x presque partout. Ça implique ça, et donc ça implique ça, et donc ça implique ça. Et évidemment, si g appartient à lp, np de g est inférieur à plus l'infini, donc ça aussi. Et donc f appartient à lp parce que bien entendu f est mesurable. f de x égale g de x presque partout, ça implique ça, et donc ça implique ça, et pour la même raison ça. Alpha f est mesurable, et np de alpha f, c'est ça, qui est égal à ça, qui est égal à ça. J'ai sorti le alpha puissance p de l'intégrale, et puis là, à la puissance 1 sur p, ça vous fait ça, et donc ça. Lemme, si A et B sont des réels positifs, que P appartient à R supérieur à 1, et qu'on prend Q égale P sur P-1 supérieur à 1, qui est supérieur à 1, donc il vérifie ça, en fait c'est le seul qui vérifie ça, alors AB est inférieur ou égal à A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q. Alors, quel que soit A positif et B positif. Démonstration, f, la fonction moins ln de x, donc définie pour x positif, est convexe parce que sa dérivée c'est moins 1 sur x et sa dérivée seconde 1 sur x2 est positif. Donc f comme 1 sur p, comme p, q sont positifs et que 1 sur p plus 1 sur q est égal à 1, f de 1 sur px plus 1 sur py est inférieur ou égal à 1 sur p f de x plus 1 sur q f de y. Je remplace f par moins ln et je multiplie par moins 1 pour me débarrasser des moins, donc ça va faire supérieur ou égal, donc ça va faire ça. Ensuite, je prends grand x ou petit x égale a puissance p qui est positif, y égale b puissance q qui est positif. Donc ln de a puissance p sur p plus b puissance q sur q est supérieur ou égal à 1 sur p ln de a puissance p. Alors ça fait quoi? Ça fait ln de a puissance p à la puissance 1 sur p, c'est-à-dire ln de a, plus ln de b, c'est-à-dire ln de ab. Donc j'ai ça qui est supérieur ou égal à ça. Je prends l'exponentielle des deux côtés et je vais obtenir que AB est inférieur ou égal à ça, c'est-à-dire le résultat. Un petit rappel, si mu est complète, par exemple dans le cas de R de lambda, mesure de Lebesgue, et que FG sont deux fonctions, et là je ne suppose pas mesurable de R, alors dire que f de x est égal à 0 presque partout, ça implique que f appartient à LP, et que LP de f est égal à 0. Parce qu'en fait, quand on a ça, comme la fonction 0 est une fonction mesurable, f va être une fonction mesurable. Et donc np de f va être égal à 0 inférieur à plus l'infini. C'est ce que j'ai dit avant.
Et donc f appartient à NP, NP de f est égal à 0. Et dans ce cas-là, quand elle est complète, f de x égale g de x presque partout. Si g appartient à NP, ben, il est mesurable, donc f aussi va être mesurable grâce à ça. Et on a vu qu'à ce moment-là, le fait d'avoir ça, et puis f mesurable, f et g mesurable, eh bien, ça me donne tout de suite que f appartient à NP et que NP de f est égal à NP de g. Théorème, EB mu est un espace mesuré, P supérieur ou égal à 1, FG est mesurable. Alors, on a l'inégalité de Minkowski, celle de Hölder et celle de Schwartz, qui sont bien connues. Donc Minkowski, Hölder, Schwartz, ce sont des mathématiciens du 19e siècle, fin 19e siècle, début du 20e siècle. Alors Schwartz, c'est exactement l'inégalité de Hölder dans le cas P égale 2. Ça fait 1,5 plus 1,5 égale 1. Et donc N1 de Fg est inférieur ou égal à N2 de F fois N2 de G. On va d'abord démontrer l'inégalité de Minkowski. Dans le cas NP de F égale 0, alors F de x égale 0 presque partout, mais dire que F de x est égal à 0, ça implique que Fg de x est égal à 0. Donc Fg de x est égal à 0 presque partout, et donc N1 de Fg est égal à 0. Et donc ici ça fait 0, ici ça fait 0, donc on a bien l'égalité 2, l'inégalité 2. Idem si NQ de G est égal à 0. Maintenant le cas où NP de F est égal à plus l'infini et NQ de G différent de 0. Bah alors 1 est évident, parce que dans ce cas-là, ici ça fait NP de F est égal à plus l'infini, celui-là est différent de 0 donc il est positif, donc là ça fait plus infini, n'importe quoi est inférieur ou égal à plus infini. Idem si NQ de G est égal à plus infini, NP de F différent de 0. Donc le cas maintenant NP de F est égal à NQ de G est égal à 1, alors F de x, G de x en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur P, là j'utilise une des inégalités l'inégalité de convexité que j'ai vue tout à l'heure. AB est inférieur ou égal à A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q. Et donc ça me fait N1 de Fg quand j'intègre, j'intègre ça. Et ça en intégrant, ça va faire 1 sur P cette intégrale, plus 1 sur Q cette intégrale. Et ça me fait exactement NP de F à la puissance P, NQ de G à la puissance Q. Et donc j'ai bien N1 de Fg qui est inférieur ou égal à ça, mais il se trouve que comme ça vaut 1 et ça vaut 1, ça fait 1, d'accord? Et donc ça va bien me donner l'inégalité l'inégalité 2, excusez-moi, c'est pas l'inégalité 1. Pourquoi? Parce que j'avais supposé NP de F égale 1, donc ça fait 1, et NQ de G égale 1, ça fait 1 fois 1, et là je viens de démontrer que ça fait 1. D'accord? Donc 1 est inférieur ou égal à 1, et ben ça marche. Et puis maintenant le cas où NP de F compris entre 0 et plus l'infini NQ de G pareil, je pose U égale F sur NP de F, donc qui est mesurable, V égale G sur NQ de G qui est mesurable. NP de U est égal à... Alors NP de U c'est NP de F sur NP de F, donc ça vaut 1. NQ de V pareil, ça vaut 1. Et donc je viens de voir que j'ai ça. Bon ben je remplace. Les deux là ils valent 1. Et N1 de UV ça fait quoi? Ben, ça fait 1 sur NP de F, NQ de G, N1 de Fg. C'est-à-dire ça. D'accord? Et c'est inférieur ou égal à 1. Donc ça fait N1 de Fg qui est inférieur ou égal à NP de F, NQ de G. Et voilà, tout est démontré. Maintenant, je vais démontrer l'inégalité de Minkowski. Alors d'abord, dans le cas P égale 1, N1 de F plus G, ben, c'est ça. Donc c'est inférieur ou égal à ça, inférieur ou égal à ça, plus ça, qui est égal à N1 de F plus N1 de G. Et donc, ça marche. Cas P supérieur à 1. Alors je prends la fonction phi qui a t positif associé t à la puissance P. Elle est convexe parce que
phi seconde de t est égal à p moins 1, t à la puissance p moins 2 qui est positif. Et donc on a ça, ce qui implique que a plus b à la puissance p sur 2 puissance p est inférieur ou égal à a puissance p plus b puissance p sur 2. Et donc on a cette inégalité. Voilà. Alors maintenant, si je remplace a et b par f de x et g de x, je vais donc avoir ça. D'accord? Et je passe à l'intégrale, donc ça me fait np de f plus g à la puissance p, qui est inférieur ou égal à 2 à la puissance p plus 1, intégrale de ça, et c'est donc l'intégrale de ça plus l'intégrale de ça, c'est-à-dire np de f à la puissance p plus nq de g à la puissance p. Si np de f plus g est égal à plus l'infini, bah à ce moment-là, de côté, plus l'infini inférieur ou égal à quelque chose. Donc il y en a un des deux qui sera forcément égal à plus l'infini. Et donc dans ce cas-là, j'aurai bien l'égalité en fait. Je peux toujours mettre que c'est inférieur ou égal. Voilà. Parce que plus l'infini, puis par exemple un des deux est égal à plus l'infini, donc ça fera plus l'infini égal à plus l'infini. Donc ça marche. Si maintenant np de f plus g est égal à 0, alors dans ce cas-là c'est évident parce que 0 est forcément inférieur ou égal à quelque chose de positif. D'accord? Donc c'est évident. Donc il nous reste le cas à traiter, np de f plus g compris strictement entre 0 et plus l'infini. J'ai pas assez de place pour le faire, on va le faire. Troisième cas maintenant, 0 inférieur à np de f plus g inférieur à plus l'infini. Ça c'est égal à ça, on peut écrire comme ça. Ça c'est inférieur ou égal à valeur absolue de f plus valeur absolue de g. Je sépare en deux intégrales, j'appelle ça a. Je pose q égale p sur p moins 1 supérieur à 1 pour avoir 1 sur p plus 1 sur q égale 1. J'applique le der sur a en disant que c'est inférieur ou égal à np de f multiplié par nq de ce truc-là. Mais nq de ce truc-là, c'est ça. Je remarque que p moins 1, q est égal à p et que 1 sur q, ça fait p moins 1 sur p. Donc ça fait ça. D'accord? Et donc là-dedans, je repère np de f plus g à la puissance p moins 1. Donc a est inférieur ou égal à ça. Je fais la même chose pour b. Et donc np de f plus g à la puissance p va être inférieur ou égal à np de f multiplié par ça, plus np de g multiplié par ça. Je factorise. Ensuite, je divise par np de f plus g à la puissance p moins 1. Je peux grâce à ça. Et j'obtiens np de f plus g inférieur ou égal à np de f plus np de g. Si EB mu est mesuré et que P est un réel supérieur ou égal à 1, alors LP est un R espace vectoriel, LPNP est un espace semi-normé. Si FG appartiennent à LP, le sup et le inf de FG aussi. Si P supérieur à 1 et Q vérifie ça, F appartient à LG, Q appartient à LQ implique que FG appartient à L1. F appartient à LP et G mesurable borné implique FG appartient à LP, en particulier F appartient à L1. Et G mesurable borné implique FG appartient à L1. Démonstration, la fonction nulle est mesurable parce qu'elle est constante. La puissance P elle fait toujours 0, donc NP de 0 va être égal à 0. Donc elle appartient à LP. Si FG appartiennent à LP, ils sont mesurables. NP de F inférieur à plus l'infini. NP de G aussi, et on sait qu'on a ça. Donc inférieur à plus l'infini, inférieur à plus l'infini. NP de F plus G est inférieur à plus l'infini, donc F plus G appartient à LP. Si alpha appartient à R et que F appartient à LP, on sait que alpha F est mesurable et NP de F est inférieur à plus infini, et on sait qu'on a ça. Donc comme ça c'est inférieur à plus infini. NP de alpha F est inférieur à plus infini, donc alpha F appartient à LP. Donc LP est un R espace vectoriel. Quel que soit FG appartenant à LP et alpha appartenant à R, on a NP de F qui appartient à R+, NP de 0 est égal à 0, ça je ne l'ai pas mis mais c'est évident, d'ailleurs on le retrouve ici, NP de alpha G est égal à valeur absolue de alpha NP de F, et NP de F plus G est inférieur ou égal à NP de F plus NP de G, donc c'est une semi-norme, je dirai tout à l'heure pourquoi c'est pas une norme. Petit 3, FG appartenant à LP, bah, à ce moment-là on sait que F plus G appartient à LP, que F moins G appartient à LP, donc la valeur absolue aussi. Et donc le sup qui est égal à ça, comme LP est un espace vectoriel, ça appartient à LP. Et pareil pour le inf.
Petit 4, N1 de FG c'est inférieur ou égal à NP de F multiplié par NQ de G. Les deux sont inférieurs à plus l'infini. D'accord? Car F appartient à LP et Q et G appartient à LQ. De plus FG est mesurable, donc FG appartient à L1. Donc en particulier, je suis dans quoi là? Je suis dans le 4. Et donc, ça y est, j'ai montré le 4. Alors je suis rendu au 5. J'ai F qui appartient à LP, donc il est mesurable. G est mesurable, donc FG est mesurable. D'accord? G, je sais qu'il est inférieur ou égal à A puisque c'est borné. Donc, valeur absolue de FG est inférieure ou égale à A, valeur absolue de F. Donc, NP de FG qui va être inférieur ou égal à ça, que je peux écrire A NP de F, c'est donc inférieur à plus l'infini. D'accord? Donc, FG est mesurable. Et NP de FG est inférieur à plus l'infini, donc FG appartient à LP. Voilà. Pour le petit 4, oui, dans le cas particulier, P égale Q égale 2, donc 1 demi plus 1 demi est égal à 1. J'en déduis que si FG appartient à L2, alors FG appartient à L1. Remarque que NP n'est pas une norme sur LP. On a vu que si F est mesurable, NP de F égale 0 équivaut à dire ça, ce qui équivaut à dire que f de x à la puissance p est égal à 0 presque partout, ce qui équivaut à dire que f de x est égal à 0 presque partout, mais on n'obtient pas f égale 0. Exemple, si on prend la fonction f qui à x différent de 0 associe 0 et qui est à 0 associe 1, eh bien, si je prends la fonction g qui est la fonction nulle, donc constante, donc mesurable, on a bien f de x égale g de x presque partout, puisque il n'y a qu'en 0 que c'est différent et 0 est négligeable. Donc f est bien mesurable et np de f est égal à np de g est égal à 0 car g égale 0. Si valeur absolue de f appartient à LP, alors ça n'implique pas que f appartient à LP, justement parce que si valeur absolue de f est mesurable, f n'est pas forcément mesurable, ce qu'on a déjà vu. Je rappelle, on peut produire un exemple en prenant une partie A de R qui n'est pas dans B de R, ça existe. Et en définissant la fonction f par f de x égale moins 1 si x appartient à A, j'ai oublié de mettre f de x, mais c'est évident. Et puis f de x est égal à 1 si x n'appartient pas à A. Donc l'ensemble des x tel que f de x est inférieur à 1, c'est l'ensemble des x tel que f de x égale moins 1, donc c'est A qui n'appartient pas à BR, donc f n'est pas mesurable. Mais valeur absolue de f est égale à 1 constante, donc valeur absolue de f est mesurable. Par contre, évidemment, et on l'a déjà dit, si f appartient à LP, alors valeur absolue de f appartient à LP. FG appartient à LP n'implique pas que FG, le produit FG, appartient à LP. Exemple en prenant cette fonction-là, qui est positive, étagée, et la suite Fn est croissante positive. Et l'intégrale des Fn, c'est la somme des k fois la largeur de ça, c'est-à-dire 1 sur k au cube. Donc ça fait la somme des 1 sur k au carré. Bon, la limite des Fn, c'est une fonction mesurable. On l'appelle f et son intégrale va être égale à la limite de ça quand n tend vers plus l'infini. Donc à ça. C'est donc un nombre réel. Fn au carré, ça fait somme des k2 fois ça. C'est étagé aussi. Elle est aussi croissante positive. Et son intégrale est égale à la somme des k2 divisé par k au cube, c'est-à-dire somme des 1 sur k qui divergent. Qui diverge. Non, là, elle ne diverge pas, mais quand n va tendre vers plus l'infini, parce que Fn, donc, qui est étagé, tend simplement vers f, qui est donc mesurable. Fn au carré tend vers f2, parce que sont positifs croissants. Et somme de f au carré est égale à la limite de somme de Fn au carré. Donc, ça fait ça, qui est égal à plus l'infini. Donc, f2 n'est pas intégrable. Donc, si je choisis g égale f, ça ne fait que f et g sont intégrables, mais pas fg qui vaut f2. Si e b mu est mesuré avec mu fini, alors si je prends P1 et P2 comme ça, L de P2 est inclus dans LP1. Bon, on aurait pu prendre P1 égale P2, mais à ce moment-là, ça n'a pas d'intérêt puisque les deux seraient égaux.
Démonstration, on prend f appartenant à LP2, donc f mesurable. On écrit que NP1 de f est égal à NP1 de f fois 1e, ça mange pas de pain. Et donc ça fait ça. Et ça, je peux écrire, c'est N1 de la fonction f à la puissance P1 fois 1e, oui, 1e à la puissance, oui, fois 1e. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et donc ça, c'est, j'applique une des inégalités que j'ai trouvées tout à l'heure, et donc je vais dire que c'est inférieur ou égal à NP de f puissance P1, multiplié par NQ de 1 sur E, le tout à la puissance 1 sur P1, en prenant P égale P2 sur P1 qui va être supérieur à 1 et Q égale P sur P moins 1. Donc, on va avoir 1 sur P plus 1 sur Q égale 1. Donc ça fait que NP de F à la puissance P1, le tout à la puissance 1 sur P1 va être égal à la somme de F à la puissance P1P, d'accord, le tout à la puissance, oui, alors le tout à la puissance 1 sur P multiplié par 1 sur P1, donc 1 sur PP1, et donc je peux dire que comme PP1 est égal à P2, ça me fait donc ça. Donc ça fait N2 de F qui est inférieur à plus l'infini. D'accord, parce que j'ai pris F appartenant à LP2. Et NQ de 1E, eh ben, à la puissance 1 sur P1, c'est somme de 1E à la puissance Q, qui fera 1E d'ailleurs, hein, le tout à la puissance 1 sur QP1. Et donc ça fait ça, à la puissance 1 sur QP1, et comme ça c'est inférieur à plus l'infini, parce que mu est fini. On obtient donc NP1 de F, qui est inférieur ou égal à ça, la puissance 1 sur P1, dont on a dit que c'était inférieur à plus l'infini, multiplié par ça, la puissance 1 sur P1, lui aussi inférieur à plus l'infini, va donc être inférieur à plus l'infini, et donc F appartient à L1, quel que soit F appartenant à LP2, c'est P1, pardon, hein, là encore il y a une erreur, et donc ça veut dire que LP2 est inclus dans LP1. Une première remarque, si P1 est inférieur à P2, on n'a pas forcément L de P1 qui est inclus dans L de P2. Exemple, L1 n'est pas inclus dans L2, il suffit de reprendre la fonction L vue précédemment, celle-là, qui appartenait à L1. On a vu que F2 était mesurable et que son intégrale est égale à plus l'infini, donc F n'appartient pas à L2. Remarque, si mu n'est pas fini, on peut avoir ça, mais ne pas avoir ça. Exemple, si on prend la fonction f de x égale 1 sur x pour x supérieur ou égal à 1, 0 ailleurs, donc continue lambda presque partout, à la mesure de Lebesgue, donc mesurable, et l'intégrale de f2, bah, ça va être égal à ça. Alors là, il y a un lien à faire avec l'intégrale de Riemann qui sera fait un petit peu plus loin, hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à une intégrale qui est absolument convergente, donc elle est égale à l'intégrale de Lebesgue. Donc elle est égale à ça, inférieure à plus l'infini, donc elle appartient, f appartient à L2. Mais, ça va être égal à plus l'infini. En effet, f est la limite de Fn, donc Fn là, est égal à 1 sur x entre 1 et n, 0 ailleurs, donc mesurable parce que continue presque partout. Et Fn, l'intégrale de Fn est égale à ça, à Ln de n. On a une suite de fonctions Fn positives, croissantes, mesurables, qui tend vers f, donc l'intégrale de f est égale à la limite des intégrales de Fn, donc à la limite de Ln de n, donc plus l'infini. Donc f n'appartient pas à L1. Donc on a un exemple de f appartenant à L2 qui n'appartient pas à L1, donc L2 n'est pas inclus dans L1.